C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors elle a mis du temps, mais elle est prête. La liste européenne de La République En Marche se faisait attendre. Pour le non-suspense, c'était Nathalie Loiseau, ex-ministre aux Affaires européennes, comme tête de liste. Pour la surprise du chef, c'était l'écolo Pascal Canfin, dont le nom avait déjà circulé pour remplacer Nicolas Hulot. Une dose de centriste, de la droite macro-compatible. La recette macronienne de 2017 a marché, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Chez les partenaires allemands, la campagne, elle aussi, a commencé. Et comme en France, derrière l'enjeu européen se joue l'enjeu national. Mais là où ça se complique, chez nos voisins allemands, c'est que la coalition au pouvoir sociodémocrate et conservateur ne veulent pas la même Europe. La France va-t-elle faire les frais de la division? On en parle avec nos invités. Bonsoir Virginie Leguet. Bonsoir. De Paris Match, merci d'être avec nous. Georges Blum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du bureau à Paris du magazine Die Zeit, allemand donc, et auteur de L'ami indésirable aux éditions Saint-Simon. La fin d'une histoire, bien sûr, sur l'ami indésirable. Est-ce que c'est, voilà, côté français, côté allemand, vous nous le direz. Et puis, bonsoir Bernard Spitz. Vous êtes président de la commission Europe et internationale du MEDEF et président de la Fédération française de l'assurance. Et vous êtes auteur de Merci l'Europe chez Grasset. Voilà, donc La République En Marche est prête, je vous l'ai dit, elle ratisse large. Finalement, ce sont les ingrédients de 2017 avec un patchwork et une grande place donnée au vert. J'imagine aussi, Virginie, pour affaiblir la liste écologiste qui est autour de 7-8%. Oui, c'est surtout... Un calcul politique, on va dire. Le calcul serait surtout de reprendre la recette du premier tour de 2017 qui avait évidemment marché. Ce qui complique un peu les choses là, c'est que tous ceux qui sont sur cette liste et qui effectivement ont des horizons politiques extrêmement différents ne partagent absolument pas les mêmes convictions européennes. Donc ils sont bien sur la liste comme un millefeuille soigneusement élaboré qui constitue d'ailleurs un ensemble politique assez séduisant. Décrocher Pascal Canfin qui avait refusé de remplacer Nicolas Hulot est une prise de guerre, mais la logique politique est un peu absente de cette liste parce que Pascal Canfin avait justement refusé de remplacer Nicolas Hulot parce qu'il trouvait que les engagements de Macron au niveau écologique n'étaient pas du tout là. Et tout d'un coup, il estime qu'il a été convaincu par les engagements de Macron. Donc on ne voit pas très bien pourquoi ce qui ne marchait pas il y a 18 mois marche, même pas 18 mois, il y a 6 mois marche aujourd'hui. Et en plus, Pascal Canfin a défendu une Europe extrêmement différente que celle que défend par exemple Madame Loiseau. Donc il y a une incohérence là qui peut-être ne se verra pas pendant la campagne, mais qui existe. Et ça peut poser un problème à cette liste qui, pour l'instant, malgré tout, est en tête de tous les sondages. Oui, Jean-Marie, sur un commentaire sur cette liste qui a été finalisée donc... Non, hier. je ferai le même commentaire que d'accord. Virginie. Simplement, il y a une dimension qu'il faut prendre en compte dans cette bataille, parce qu'on peut dire, au fond, la tête de liste n'a pas grande importance, c'est la liste Macron. En fait, si elle a de l'importance, parce que l'élection de 2017, justement, a montré le poids des débats à la télévision, ce qui est quand même une nouveauté dans la vie publique. Et donc là, elle va être confrontée à d'autres qui peuvent être, notamment Marine Le Pen, puisqu'elle va être en duel avec Marine Le Pen, qui peut être meilleure qu'elle. Et donc il y a, à ce stade, une faiblesse dans la tête de liste pour les élections européennes côté Macron, parce qu'elle n'est pas assez politique, parce qu'elle n'est pas assez rodée et qu'elle peut elle peut être mise en difficulté dans un débat télévisé. Voilà. Et ça se joue déjà au bénéfice, par exemple, de la liste Les Républicains, où on voit qu'il y a un petit effet lié à la personnalité du leader, M. Bellamy, qui est manifestement très à l'aise, qui incarne une toute autre image des Républicains que Laurent Wauquiez. Donc, ça n'est pas gagné. Alors, vous le disiez, donc dans les sondages, effectivement, donc, la liste de la majorité présidentielle est à touche-touche avec la liste du Rassemblement national de Marine Le Pen. Donc, si proche dans les sondages, et on ne peut pas faire plus éloigné sur l'échiquier politique et sur l'idéologie. Donc, Marine Le Pen ne parle plus de sortir de l'Europe. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est dire je serai à l'intérieur de l'Europe avec mes amis et je vais la changer de l'intérieur. Comment expliquer, dans le fond, que ce paysage, on parlera après de l'Allemagne, mais de ce paysage français avec deux antipodes, en réalité? Eh bien,
d'abord, Marine Le Pen n'est pas tête de liste des... Non. Donc, dans les débats, normalement, ce sera son représentant. C'est Jordan Bardella, oui, voilà. tout à fait. Mais sinon, indépendamment de ça... en complément de ce qui vient d'être dit, on peut dire aussi d'une façon assez simple qu'il n'y a que 2 listes qui sont assez claires. Le point commun de la liste République En Marche, etc., c'est qu'ils sont pro-européens. Je rappelle que pendant la campagne présidentielle, le seul candidat qui s'était manifesté ouvertement pour l'Europe, c'était Macron. Donc vous dites, à juste titre, il y a 2 listes qui fédèrent parce qu'elles ont un message assez clair, l'une pro-européen, l'autre anti-européen. Et puis le reste est assez confus. Et donc ça semble assez, pour l'instant, tant que la campagne ne s'est pas développée plus que ça, c'est assez logique que les gens se tournent vers les messages qui sont quand même si à l'intérieur il y a des nuances, voire des contradictions, qui sont les plus claires. Pour les gens, l'Europe, est-ce que c'est quand même un débat de savoir si on est en faveur? On voit bien qu'aujourd'hui l'Europe fait douter, qu'il y a beaucoup de désenchantement, des montées populistes dans tous les pays. Donc à partir du moment où certains prennent le leadership du populisme ou du rejet et d'autres le leadership de la poursuite en avant du projet européen, c'est assez normal qu'ils fédèrent le maximum d'électeurs. Comment regardez-vous, vous, Georges Blum, ce qui se passe en France aujourd'hui? Bon, bien sûr, il y a le mouvement des Gilets jaunes, mais stricto sensu, là, sur la liste européenne qui vient d'être, comme je l'ai dit, qui vient d'être finalisée. Apparemment, Emmanuel Macron veut beaucoup parler du climat. Et j'ai vu qu'en Allemagne, il y a une enquête de l'Union européenne. Les Allemands, ça les intéresse pas tellement. C'est en 3e position. La première, c'est l'immigration, les priorités de l'Europe. Oui, ça a beaucoup évolué, l'intérêt pour la question d'immigration après tout notre enthousiasme pour les réfugiés en 2015. Un million. Ça a beaucoup baissé, on a vu les problèmes que ça crée et c'est devenu avec justement cette partie qui ressemble un peu au Rassemblement national de Le Pen, AfD en Allemagne, qui est devenu très fort. Alors ça nous a vraiment... c'est en train de changer notre paysage politique. Et il faut quand même dire que c'est la même chose en Allemagne. L'AfD, qui a été très anti-européen, maintenant refuse le Dexit comme Le Pen refuse le Frexit. Et ça, c'est quand même un succès européen en quelque sorte. Ils s'intègrent dans un discours européen et ne veulent plus en sortir. C'est quand même si on peut toujours douter de leurs convictions européennes, ça encadre les débats quand même. Jean-Marie, je reviens d'un mot sur le duel Marine Le Pen, Madame Loiseau. Parce que c'est vrai que Marine Le Pen n'est pas tête de liste, mais je pensais aux débats télévisés qui les avaient opposés. Et on avait vu là que Madame Loiseau avait du travail devant elle et du chemin à faire. Mais pour revenir à ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que, rappelez-vous, l'Europe est au cœur de l'élection d'Emmanuel Macron. Ça a été un des ressorts de sa victoire et c'est une des clés du succès ou de l'échec de son quinquennat. D'ailleurs, il a, d'une certaine façon, mis toutes ses forces dans une relance de l'Union européenne. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en dehors de tout le paysage qui est sous nos yeux et qui reproduit le duel Macron-Le Pen à l'échelle européenne, puisque vous avez des partis de droite et gauche d'un côté, et puis de l'autre, la montée des populistes et des extrémistes. Et donc, vous avez un contexte européen et un contexte allemand qui ne favorise absolument pas que Emmanuel Macron puisse avancer, puisse remporter quelques succès que ce soit. Et de ce point de vue-là, comme on le sait tous depuis longtemps, il n'y a pas d'alternative au couple franco-allemand. Il n'y a pas d'alternative au moteur franco-allemand. Mais est-ce que ça, c'est pas un vieux schéma, le moteur franco-allemand? C'est peut-être un vieux schéma, mais si vous ne réussissez pas à le faire fonctionner, vous êtes sûr que rien ne se passera. Et aujourd'hui, manifestement, ça n'embraye plus, parce qu'Angela Merkel est sur une position attentiste et parce que au sein même du parti d'Angela Merkel, celle qu'elle a désignée comme successeur, vient d'envoyer une fin de non-recevoir à Emmanuel Macron, qui est quand même assez raide. Ouais. Donc voilà, donc les choses sont vraiment très très compliquées et très difficiles. On va en parler, mais Virginie. Je voulais juste faire une petite remarque sur les enjeux
pour Emmanuel Macron de l'élection européenne. Ils sont, me semble-t-il, très importants sur la scène intérieure, parce qu'il est en grande difficulté depuis des mois avec le mouvement des Gilets jaunes. Et s'il devait arriver en tête, ça serait un véritable succès qui serait perçu comme tel par la classe politique et par les Français. Mais ça n'aurait tout compte fait que peu d'importance en Europe, où il aurait un rôle extrêmement mineur, comme le disait Jean-Marie, et extrêmement peu influent sur la marche de l'Europe. Donc il y a là un paradoxe qui n'est peut-être pas perceptible. Sauf si le groupe ALDE a la majorité, et c'est son calcul. On verra ce que diront les urnes, mais pour l'instant, la montée des votes populiste est très importante, et il y a fort à parier que l'équilibre des forces s'en trouve un peu modifié, sensiblement modifié. Il y a un très grand paradoxe de la position de Macron dans ces élections vues du côté allemand. Il y a juste 2 ans, Macron parlait de notre parti libéral, le FDP, comme son ennemi. Si Merkel s'alliait avec cet ennemi, il serait mort, il avait dit à cette époque. C'est maintenant qu'il est lié avec ce monsieur qu'il a pensé être son ennemi. Ils ont, la République En Marche fait campagne avec les libéraux qui, en Allemagne, disent le contraire, c'est ce que Macron dit en France, même pendant la campagne. C'est incroyable. Et je veux dire, c'est ce qu'il faut voir en Allemagne aussi, c'est l'ascension des Verts dans ce moment. Et comme ça, je suis rassuré que Pascal Canfin est avec la République En Marche. C'est au moins un qui connaît les dossiers écologiques. Il n'y en a plus chez Macron, un homme comme ça. Et c'est très important, si vous voulez continuer le moteur franco-allemand, de voir le prochain gouvernement en Allemagne se fera avec les Verts, très, très en position de force. Parce que la coalition... mais on ne prépare pas du côté français cette constellation. Mais alors, qui va l'emporter? Parce que dans la coalition, donc, les sociaux-démocrates qui veulent une Europe beaucoup plus sociale, les conservateurs qui veulent plus de prospérité et de sécurité. Dans le fond, le curseur des Allemands, il est où? Mais les sociodémocrates vont certainement perdre. Et c'était l'ancien allié de Macron, en quelque sorte, très pro-européen, très sur le social. Et il doit trouver les Verts comme ses prochains alliés en Allemagne. Les conservateurs auront toujours, on l'a vu avec cette déclaration de leur présidente, une position très différente de la France. À l'encontre du rôle de l'État dans l'économie. Il y a des principes très différents chez eux. Alors, il faut, dans ces élections, chercher des nouveaux alliés en Allemagne pour la France. Et je ne vois pas comment ils font avec vous avez trouvé les libéraux. Donc vous dites que la présence de M. Canfin est importante pour les Allemands. Oui. C'est ça. Même si les électeurs allemands ne mettent pas le climat en tête de leurs priorités. Mais absolument. Mais quand même, dans l'opinion publique, en Allemagne, le thème du climat est extrêmement fort. On a eu des manifestations des jeunes lycéens comme en France, même plus. C'est vrai. Bernard Spitz, on ne fait pas, effectivement, l'Europe sans le couple franco-allemand, mais on ne fait pas qu'avec. Donc, faut pas on ne fait plus qu'avec. On ne fait plus qu'avec. Il y a d'autres pays. Sans le couple franco-allemand, il n'y a rien de possible, mais ça ne suffit pas. Si ça ne marche pas, il faut déjà le réparer. Et le problème en Europe, c'est que la complexité, c'est pas le couple franco-allemand. Personnellement, on aura peut-être l'occasion d'en parler. J'ai pas la même lecture. J'ai pas une lecture aussi négative de ce qu'a écrit Mme Akaka il y a quelques jours. La réponse qu'elle a faite à M. Macron. On dit que c'est la dauphine. C'est la dauphine. La dauphine de Merkel. Je sais pas ce qu'on pense. Mais elle a dit la façon que la France est gouvernée, ça marche pas pour nous. Oui, non, elle a dit. Chacun peut dire ce qu'il veut. Moi, je ne trouve pas ça si sec que ça, parce que pour moi, il y a 3 parties. Il y a une partie qui est incroyablement positive, en adhésion à un certain nombre de choses qui ont été proposées par la France, sur les grands projets, sur l'immigration, sur plein de sujets. Honnêtement, j'ai rarement lu autant d'accords. Après, il y a le discours traditionnellement orthodoxe de la CDU sur le plan économique. Et donc, en gros, ils disent toujours, écoutez, on est prêt à faire plein de choses, ce qui est nouveau, mais à condition que vous régliez d'abord les problèmes chez vous. Mais ça, c'est pas nouveau. Charles Bleu disait exactement la même chose. Il y a strictement rien de nouveau. Pourquoi a-t-on surréagi en France? On a surréagi parce qu'on n'a pas lu tout le discours, mais on a lu la fin. Et la fin dit, ah oui, mais alors, le siège Nations Unies. Oui, non, oui. Un siège unique, et donc il faut supprimer celui de la France. Oui, mais elle dit à l'avenir.
Est-ce que vous imaginez franchement que dans 30 ans, le problème se posera de la même façon qu'aujourd'hui, hein? Regardons la puissance des pays. Donc, c'est pas une agression contre la France. Elle se place... Peut-être que c'était pas indispensable. C'est pas très aimable quand même. C'est un peu provocateur. Oui, quand même. Dire que c'était malhabile, c'est une chose. Mais encore une fois, elle écrit à l'avenir. Donc, c'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Donc, c'est une perspective. Donc, moi, personnellement, je n'y vois pas... propositions de Macron. Pour enfin, quand vous dites quelque chose, vous devez dire non. Hein. En tout cas, c'est pas nine. C'est si vous faites les réformes que vous vous êtes engagé à faire, alors on est prêt à avancer. C'est moins négatif que de dire quoi que vous fassiez, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Mais comment expliquez-vous que ça a été si mal perçu par l'ensemble de l'opinion publique et qu'en Allemagne, ils aient clairement souligné la réponse de Mme Akaka comme une fin de non-recevoir. En Allemagne tout aussi. Absolument. C'est pas parce que ça... Donc c'est et en Allemagne et en France qu'on a eu cette même lecture. Beaucoup ont pu avoir cette lecture, mais je peux vous dire qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas nécessairement cette lecture. Ce qui est intéressant dans le livre de mon voisin, Georges Blum, c'est que on vivait un peu dans l'illusion d'un couple qui existe au fond toujours. Et ce qu'il montre, c'est que au fil du temps, il y a un vrai écartement, une vraie dérive, malgré les discours. Et notamment, il raconte comment le premier discours européen d'Emmanuel Macron, celui de la Sorbonne, qui vous avait tous séduit, enfin tous, qui disons qui avait séduit une bonne partie de l'opinion française, dont vous, dont je suis, c'est un beau discours. C'est un très beau discours, mais comment il avait été moqué par les éditorialistes allemands sur le thème toujours la même chose d'ailleurs, et on soupçonne toujours la France d'être trop arrogante, de ceci ou cela. Et donc ça montrait justement l'écartement, et c'est ça qui est préoccupant. Comme le livre de Bernard Spitz le montre, alors que le front principal, c'est celui des extrémismes qui monte. Or, on attendrait plutôt de nos gouvernements, pas seulement d'ailleurs des gouvernements français et allemands, qu'ils s'arment ensemble face à cette montée. Et là, on ne voit rien de tel. Alors, Georges Blum, en Allemagne comme en France, l'enjeu, il est aussi national. Pour beaucoup de raisons. La succession, effectivement, aussi d'Angela Merkel, de l'extrême droite qui pointe son nez dangereusement, et puis ces élections régionales qui sont le même jour, je crois, le scrutin, elles sont quasiment en même temps. L'automne, les élections régionales importantes dans l'Allemagne de l'Est, c'est qu'à l'automne. D'accord. Il y a un scrutin en même temps. Oui, mais ça, c'est pas si important. C'est pas si important. Bon, donc ces élections, elles vont être aussi importantes pour le débat national. Mais surtout, on a un gouvernement qui ne marche plus, la grande coalition, sur chaque thème, il y a un grand débat, il y a une grande dispute. Il y a beaucoup de divisions. On attend à chaque moment qu'ils se séparent en quelque sorte, n'est-ce pas? Sur l'Europe, pour parler de votre livre, Bernard Spitz, Merci l'Europe, donc riposte aux 7 mensonges populistes. Donc vous déconstruisez les slogans anti-européens qu'on entend. Tout ça, c'est de la faute à Bruxelles. On nous vole nos emplois. Quand les gens, c'est de la peur, tout ça. Tous ces slogans-là. Quand les gens ont peur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on assène en disant, comme disait De Gaulle, l'Europe, comme un cabri sur son tabouret, on dit l'Europe c'est formidable, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais comment on rassure en quelque sorte des gens qui ont peur? Comment on les rassure? Est-ce que c'est en leur disant que l'Europe est formidable et que bien sûr que non. Voilà. Alors c'est quoi les arguments? L'argument, parce que c'est un peu l'objet de votre livre. Oui. Toute la difficulté, c'est de tenir 2 langages à la fois, en même temps, si on veut, d'une certaine façon. Il faut dire merci à l'Europe parce que l'Europe nous a apporté d'abord, et pour les générations que nous sommes, la paix. Pour les jeunes générations, c'est plus abstrait, mais pour les nôtres, moi, je n'ai pas connu 3 de mes 4 grands-parents, donc je sais ce que ça veut dire, la guerre. Donc, la paix. Mais surtout, et ça, c'est les Anglais qui sont les meilleurs experts de ce qu'apporte l'Europe, parce qu'ils sont en train, ça leur tombe des mains en ce moment, c'est tout ce que ça a apporté, liberté de circulation, roaming pour les téléphones, assurance sur tous les territoires, normes de produits qui font qu'on peut avoir confiance dans nos aliments, dans nos médicaments, bref, tout ça, c'est les acquis de l'Europe qu'on oublie toujours de rappeler. Ça, c'est la vision concrète. Après, sans parler d'Erasmus et des grands projets européens, il y a énormément de choses. On ne le vend pas assez. Est-ce que ça suffit? Non. Parce que il y a effectivement beaucoup de peur. Peur contre le terrorisme, contre l'immigration, contre les nouvelles technologies, contre le commerce, la mondialisation. C'est fascinant de penser que l'Allemagne, premier exportateur, est le pays dans lequel il y a le plus d'opposants à la mondialisation, dont ils sont les grands bénéficiaires. Il y a quand même beaucoup de peur qui s'exprime, et l'Europe ne rassure pas. Parce que l'Europe
l'Europe ne fonctionne mal, elle est technocratique. L'exemple des flux migratoires est un très bon exemple. Le mensonge populiste, c'est de dire l'Europe est une passoire, tout le monde... C'est faux. Les chiffres montrent que l'immigration en Europe est aujourd'hui, après ce qui s'est passé, l'appel de Mme Merkel, mais depuis, est arrivé à des chiffres historiquement très bas. Donc c'est faux. Est-ce que pour autant la politique migratoire de l'Europe est une réussite? Non, c'est un fiasco. Oui. Donc il faut à chaque fois rétablir la vérité, mais aussi se dire que l'Europe doit changer. Maintenant, dans l'Europe de demain, face aux États-Unis, face à la Chine, face aux pays, à l'agressivité de ces puissances, aucun pays d'Europe, même ni l'Allemagne ni la France, ne peut faire face toute seule. Donc il n'y a que la seule solution, c'est effectivement de trouver les réformes qui vont nous permettre d'avancer unis face à ces défis-là. Virginie, justement, le président chinois était en France. Il y a ce projet de route de la soie. Est-ce que vous considérez que ça peut être un argument là de sensibiliser les Français sur le fait de ce projet économique? Certains disent, je crois que même François Hollande l'a dit, projet aussi de domination? Point d'interrogation. Est-ce que ça peut sensibiliser les Français à aller voter? Parce que intéresser les Français à une élection qui n'est pas très sexy, on va dire, voilà, ça va être le deuxième défi d'Emmanuel Macron, c'est d'aller faire voter les Français. Il me semble que l'initiative d'Emmanuel Macron, qui était de dire haut et fort ce que beaucoup pensaient tout bas, c'est-à-dire que depuis des années, la Chine investit en Europe et investit dans des secteurs extrêmement stratégiques et que l'Europe, jusqu'à présent, n'opposait pas grande résistance. Et jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que non seulement les investissements chinois étaient très importants, que parfois ils concernaient des domaines stratégiques, mais qu'il y avait des transferts technologiques qui se faisaient quasiment en même temps. Et que donc elle se faisait piller à bon compte sans réciprocité. Et je trouve que l'initiative d'Emmanuel Macron, qui était de dire regardons ça de près, mettons un frais, organisons une réciprocité, mettons-nous ensemble, soyons unis, ne laissons pas la Chine discuter individuellement avec l'Italie, comme elle vient de le faire, et d'ailleurs de façon réussie. Mais organisons-nous entre nous pour lui opposer un front uni et un front cohérent qui ait les mêmes règles dans tous les pays. C'était une bonne initiative. Le problème, c'est que c'est une initiative qui, jusqu'à présent, n'a rassemblé que l'Allemagne, la France et M. Juncker. Donc ça aurait eu un sens s'il y avait eu d'autres pays européens. Là, il y avait le couple franco-allemand. Je sais que Jean-Marie aime beaucoup le couple franco-allemand, mais moi, le couple franco-allemand me paraît un couple fragile, exsangue et au bord du divorce. Donc je trouve que c'est un couple qui a une longue vie commune, usante et fatiguée. Oui, vous avez raison. Mais la Chine, justement, montre l'irresponsabilité franco-allemande, en quelque sorte. On fait construire les Chinois construisent les autoroutes sur le Balkan. Ils vont reconstruire les ports en Italie. Je veux dire, c'est à nous de le faire. C'est aux Français et Allemands de l'organiser. Mais vous avez vu la réaction de la Commission européenne. La Commission européenne, elle sort l'idée de la souveraineté quand ça l'arrange, puisqu'elle dit, dans le fond, on ne veut pas céder aux pressions de Donald Trump, donc c'est au pays de décider sur la route de la soie. Donc, et ça, c'est la politique allemande. On ne veut pas l'État dans l'économie, on ne veut pas que l'État européen investisse dans les infrastructures dans l'Europe du Sud, et parce que ça va à l'encontre de notre idée du marché ou du capitalisme. Et c'est vraiment là où les Français doivent nous interroger là-dessus. Pourquoi on n'investisse pas plus? Et là, vos idées ne servent pas du MEDEF et de libre marché et tout ça. Je veux dire, les Chinois nous pillent. Je connais bien la Chine. Eux, ils investissent dans leur région pauvre. Nous, on ne le fait plus. Hein. Vous n'avez pas une idée très exacte de ce qu'est la doctrine du business français par rapport à la Chine. Mais on en reparlera un autre jour. Ce n'est pas du tout dans une optique passiste et consistant. Au contraire. Mais je parle du BDI allemand, peut-être, oui. Parlez comme vous voulez du BDI. Mais je vous signale qu'on a critiqué, français et allemand, la décision de la Commission sur la fusion Alstom-Siemens, précisément parce qu'on voyait bien la menace chinoise et qu'on demandait aux gens d'avoir une réflexion stratégique, pas une vision à court terme maintenant, mais une vision stratégique à dans quelques années, et que dans quelques années, effectivement, les Chinois, qui sont déjà beaucoup plus gros que les Français et les Allemands réunis, auront fait leur marché en Grèce, en Portugal ou ailleurs. Et même en Allemagne, ils ont racheté des entreprises allemandes. Ce qui est vrai, ce qui vient d'être dit par Georges Bluth, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un des obstacles, c'est les différences de philosophie entre Français et Allemands. Les Français considèrent comme normal qu'un État investisse dans les infrastructures.
pour les Allemands, c'est vraiment le défaut des Français de penser que l'État peut... Les Français et les Allemands ont été unis. Les Chinois le font à notre place. Les Français et les Allemands ont été unis sur ce dossier. Georges, quand vous dites l'ami indésirable, on voit Macron et Merkel qui s'embrassent presque sur la bouche d'ailleurs, enfin pas tout à fait. C'est l'angle de la photo. La fin d'une histoire. C'est qui l'ami indésirable? Est-ce que Macron considère que l'ami indésirable c'est Angela Merkel? Est-ce qu'Angela Merkel considère que l'ami indésirable c'est Macron? L'ami indésirable c'est la France en Allemagne, c'est Macron qui est refusé par les Allemands comme un vieux ami qui revient toujours avec des revendications ou de vouloir se rencontrer, tout ça. Alors, il veut changer les traités, mais qu'il ne les change pas. C'est comme un ancien... Mais en même temps, ce qui est frappant aussi, c'est qu'ils ont tous cette tentation. Rappelez-vous Schröder. Schröder était anti-français. Schröder voulait sortir du couple franco-allemand. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé vers Londres. Arrive Jospin à Matignon. Jospin ne voulait plus du couple franco-allemand tel qu'il fonctionnait. Que fait-il? Il regarde vers Londres. Arrive Sarkozy. Sarkozy a le même rêve londonien en disant à la Sarkozy tu prends tes vacances en Allemagne, toi, ou tu les prends en Angleterre? Donc, ça justifiait à ses yeux qu'on regarde vers Londres. Question... Eh bien, au résultat, Schröder est revenu vers le couple franco-allemand, Jospin idem et Nicolas Sarkozy aussi, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Là, ils ont encore des raisons. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Ouais. Donc il faut travailler à remettre les deux pays dans la même direction. Et il y a suffisamment d'Européens en Allemagne, suffisamment d'Européens en France pour y arriver. Il faut aller voir un thérapeute conjugal parce qu'il y a tellement mais d'autant que Virginie, si je peux me permettre, à mon tour de vous demander, vous bâillonnez Jean-Marie. Vous le bâillonnez. La permission de continuer. D'autant que l'attitude, ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre est une catastrophe stratégique pour l'Europe. Dites-moi un mot de l'Italie, Jean-Marie, parce que je sais que vous adorez l'Italie, enfin l'Italie, le pays, moins le gouvernement. Vous allez passer vos vacances. Est-ce que c'est une trahison sur la route de la soie d'avoir cédé aux Chinois? Alors, oui, mais en même temps, il faut expliquer que peu de gens étaient conscients aussi de la nécessité d'abord d'une riposte européenne, comme l'a dit Virginie. Il y avait une forme de naïveté. Mais il faut aussi souligner que vous avez deux lignes politiques en Italie. C'est la ligne du mouvement 5 étoiles qui est en flèche, plus exactement en flèche contre, et la ligne Salvini qui, lui, voulait négocier. Comme Salvini est proche des Russes, il veut se rapprocher des Chinois. Ouais. Il est en gros il est en gros sur une ligne anti-européenne basique, tout en protestant du fait qu'il ne veut pas sortir d'Europe. Et les Chinois l'ont parfaitement compris, qu'ils vont vers ces pays-là qui refusent l'autorité de Bruxelles pour négocier. Et les Chinois avec un art consommé, puisque le président Xi passe ses discours à dire la Chine soutiendra toujours la construction européenne, la Chine soutiendra toujours l'Union européenne et travaille en même temps à la mort, à la destruction de l'Europe. Si on parle de l'Italie, je suis content qu'on parle de l'Italie juste une seconde, parce que le triangle franco-italo-allemand, il est nécessaire à la construction de l'Europe. Les Italiens et les Français ont les mêmes intérêts, ils se sont battus sur les mêmes sujets, et ensemble, ils pèsent à peu près comme les Allemands. Sinon, sans nous, les Italiens ne sont pas sur la photo, et sans eux, nous n'avons pas le poids nécessaire pour faire des réformes en Europe. Vous êtes d'accord que pour l'instant, l'Italie est très loin de... Oui, mais c'est pas fatal. Romano Prodi, l'ancien président de la Commission européenne, il a soutenu ce projet avec la Chine maintenant, en disant on n'a pas le choix parce que les autres Européens ont laissé l'Italie seule. C'est notre responsabilité. C'est vrai qu'ils sont en train de se faire, de ce qu'ils sont en train de se faire. On va passer à la chronique sur les réseaux, mais je voulais vous interroger parce que vous êtes président de la Fédération française de l'assurance. Les gilets jaunes, donc on fait, enfin les gilets jaunes. C'est notre sujet depuis 4 mois. Certains gilets jaunes et certains Black Blocs, faisons attention à ce qu'on dit, ont fait de la casse ces derniers temps. Ça coûte combien aux assurances? Ça coûte 200 millions. L'investissement de l'assurance en Europe potentiel, c'est 10 000 milliards. Je veux juste qu'on parle de choses sérieuses. En Europe, l'Europe n'a pas su investir sur le long terme parce qu'elle fait des réglementations qui s'opposent au financement à long terme. C'est-à-dire que tout ce qui permettrait de financer les infrastructures et de développer la croissance en Europe est pénalisé par les règlements européens. C'est une autre illustration de ce qui ne marche pas en Europe. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que pour redonner espoir, confiance et envie aux Européens, et ça fait partie des réformes à entreprendre dans tous les domaines, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur le financement de l'économie, que ce soit sur la négociation commerciale avec des pays comme la Chine, que ce soit dans la politique industrielle ou dans la politique de la concurrence. Il faut changer énormément de choses, mais c'est la seule solution
pour s'en sortir à moyen et long terme. Virginie, une toute petite question très franco-française, mais que beaucoup de commerçants se posent en ce moment. Comment seront remboursés par les assurances tous ces dégâts que les commerçants subissent et dont ils disent déjà que les assurances traînent Non, les assurances ne traînent pas. Il y a 200 millions, ça représente 4 000 entreprises ou commerces, 6 000 voitures ou véhicules endommagés. Sur l'essentiel de ce chiffre, c'est de la perte d'exploitation. C'est-à-dire, c'est pas tout ce qui est dégâts matériels est en train et déjà largement remboursé. En revanche, ce qui compte, c'est la perte d'exploitation. C'est-à-dire pendant combien de temps un commerce qui est assuré va être dans l'incapacité de fonctionner, et donc c'est en fonction de cette durée et puis de ce qu'était l'évaluation par rapport aux périodes équivalentes des années précédentes que va être faite l'estimation. Mais il y a une mobilisation franchement pour aller très très vite. Donc il n'y a pas de, à ma connaissance. Donc ceux qui se plaignent à tort. Non, vous savez, de 10 000 sinistres, il se peut qu'il y ait ici ou là des sujets qui fassent problème. C'est la loi des grands nombres. J'espère que vous veillerez à tout ça. Donc on accueille Véronique Reissoult pour la politique sur les réseaux. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc on a vécu une semaine incroyable avec ce qu'on appelle une infox, une fake news, une rumeur en banlieue parisienne disait que des enfants avaient été enlevés par des Roms pour des trafics d'organes. Et il y a eu une battue qui a été organisée par des habitants. Un truc fou, bien évidemment. Donc vous allez nous parler de ça parce que ça a beaucoup choqué. Ça a beaucoup choqué, et puis je voulais revenir dessus parce que finalement c'est une mécanique assez ancienne, c'est la mécanique de la rumeur, qui est évidemment amplifiée par les réseaux sociaux. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est autant amplifié par les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, en règle générale, une rumeur, c'est quelqu'un qui vous raconte une histoire, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, qui rajoute un peu de crédibilité en disant qu'il tient cette information de quelqu'un qui a l'information, et donc c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Mais quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on en parlait ainsi, mais on n'avait pas d'éléments de preuve. Là, ce qui est compliqué, c'est que sur les réseaux sociaux, et les deux réseaux sociaux qui ont le plus partagé ces informations, c'est Facebook et Snapchat. Pourquoi ? Parce que c'est deux réseaux où vous avez des amis. Ce sont des amis qui vous envoient des informations. Et en plus, on croit que c'est vrai. Donc ça rajoute à la crédibilité. Et en plus, on a des éléments qui semblent tangibles. On a des exemples, des photos, des noms. Donc ça semble particulièrement vrai. Et donc ça paraît très crédible, d'autant qu'on vous a mis quelques extraits là, mais en fait, l'autre raison pour laquelle ça paraît crédible, c'est qu'on pense que c'est pour le bien de tout le monde, puisque c'est pour protéger nos enfants, on dit faites attention, je partage avec vous une information qui est dangereuse, et donc c'est important de... Donc on est sur un phénomène de rumeur qui a été largement amplifié par les réseaux sociaux, parce que ça va plus vite, et puis ça crédibilise. Mais là où c'est intéressant, et ce qui était très nouveau cette fois-ci, c'est qu'une rumeur, elle peut se transformer en complot, et c'est le cas cette fois-ci. En fait, si vous regardez dans les différentes images qu'il y a là, je ne sais pas si on voit, mais là il y a une image qui est... donc là, c'était des images qui ont été partagées sur les agressions. Et derrière, évidemment, la préfecture de police a partagé, alors pas forcément sur le bon réseau parce que c'était sur Twitter, mais on va dire qu'ils ont quand même pas mal agi sur les réseaux en question. Ils ont expliqué, attention, cette information, elle est fausse, et donc c'est bien une fake news. Et voilà. Sauf qu'en fait, là où on vire au complot, c'est que nous sommes dans une période de défiance importante envers les institutions. Et donc, en fait, ce qu'ont partagé les internautes derrière... Et puis les médias, parce que... Le premier truc, c'est qu'ils ont dit... On ne s'informe plus dans les médias classiques. On s'informe parce qu'un ami vous a envoyé sur Facebook. Et là, au moment où on aurait dû se dire, voilà, on a des données qui sont quand même claires, on voit bien que c'est une fausse information, ils disent, oui, mais l'institution qui le dit, les policiers le disent pour se protéger. En fait, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Et quand les médias relaient en disant « mais vous voyez bien que c'est une fausse information », on dit « ah oui, mais ce sont les médias qui le relaient ». Donc, voilà. Donc on est dans quelque chose qui est quand même très particulier, une période qui est très complexe parce que finalement, une rumeur peut se transformer en complot, et un complot, c'est beaucoup plus compliqué à détruire, et ça donne les excès qu'on a pu constater. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur ce petit point-là. Et c'est certain que la justification et les éléments de preuve tangibles seront le seul moyen d'arriver à tuer un complot. Qui veut réagir sur les fake news ? Oui, je ne saurais répéter, mais assez, je sais que j'ai l'air de plaider pour ma chapelle, mais que chacun ait comme premier réflexe de vérifier les sources des informations qu'il voit. Et souvent, les gens ne le font pas et ont tendance à mettre dans le même panier les médias sérieux et les sites
absolument pas sérieux. Sur Internet, il y en a énormément. Et du coup, il y a une défiance généralisée qui emporte tous les médias. Et là, il y a vraiment un grave danger parce que, je le dis et je le répète, les journalistes et les médias sérieux font bien leur travail. Alors, heureusement, il y a quand même des gens qui l'ont reconnu, mais c'est vrai que c'était particulier cette fois-ci. Ça s'est transformé en une théorie du complot peu sympathique. Autre sujet qui a fait beaucoup parler. Bah oui. C'est ce mini-remaniement qui devrait... 3 ministres qui sont partis. Et voilà, avec quand même un gouvernement qui va encore nous faire lanterner pour savoir qui va remplacer Madame Loiseau, qui va remplacer Monsieur Majoubi. Alors, ce qu'on a regardé, c'était, et ce qu'on en a beaucoup parlé, et donc on a regardé les 3 ministres démissionnaires, finalement, de qui on parle le plus. Alors, évidemment, on a plus parlé cette semaine de Madame Loiseau, c'est logique, c'est quand même une personnalité dont on parle plus pour un sujet d'actualité que vous avez largement abordé, qui est l'Europe. Mais c'était intéressant de voir que derrière, vous avez donc M. Majoubi et M. Griveaux, et c'est quand même, on a plus parlé de M. Majoubi que de M. Griveaux. Donc, je me suis dit, tiens, on va aller regarder, que se dit-il sur ces 2 personnes en particulier. Et donc, j'ai été regarder... ça fait causer. Ça fait un peu parler. Alors, ce n'est pas des volumes dingues, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les volumes des Gilets jaunes, mais quand même, on en a parlé. Et donc, j'essaie de regarder, finalement, ces 2 personnalités, ces 2 ministres qui n'étaient pas attendus comme démissionnaires, quelles sont finalement les expressions. Alors, on voit que Benjamin Griveaux est beaucoup plus clivant que ne l'est M. Majoubi, parce qu'en fait, il a beaucoup de gens qui sont positifs et beaucoup de gens qui sont négatifs, sachant que ce qui est en jaune, c'est les gens neutres qui relaient l'information de façon factuelle. Donc on va dire que M. Griveaux, on en parle un peu moins, mais on en parle de façon plus clivante, de façon plus engagée. Lui-même a eu des réflexions parfois clivantes. Exactement, donc du coup, ça se retrouve. Et puis après, l'autre chose, c'est que je me suis dit, on ne peut pas faire une émission ici sans faire un peu d'émojis. Donc j'étais regardé quels étaient les émojis. Et donc j'ai regardé, est-ce que ce sont les mêmes ? Bien, c'est amusant de voir que quand on regarde M. Majoubi, eh bien, en fait, c'est le gros point rouge dit « Attention, attention, cet homme a un comportement qu'on n'attendait pas, donc regardons ce qu'il va faire. Bravo quand même du courage d'être monté, voilà, c'est les mains qui applaudissent. Et puis, globalement... on est un peu dubitatif quand même sur pourquoi est-ce qu'il fait ça et quelle est sa recherche. Et à côté, donc pour M. Griveaux, eh bien, on voit que globalement, il y a, vous savez, le check, c'est-à-dire ça, c'est fait. OK, ça c'est fait, on l'attendait, ça c'est fait. La flèche qui avance, qui dit maintenant il faut y aller, on attaque le sujet des municipales, mais en même temps beaucoup de signes plutôt négatifs qui disaient que ce n'était pas le moment, la flèche qui descend, tout ça pour dire était-ce bien le moment, est-ce que vraiment c'était nécessaire de lancer cette affaire maintenant ? Pourquoi Majoubi s'en va alors qu'on semble comprendre que c'est plutôt Benjamin Griveaux qui... Parce que l'un ne pouvait pas partir sans l'autre. Benjamin Griveaux voulait absolument partir pour pouvoir faire la campagne interne primaire avant la désignation officielle du candidat de En Marche. Et Mounir Majoubi, qui voulait lui-même aussi se positionner comme aspirant à cette fonction de maire de Paris, ne pouvait pas rester au gouvernement à partir du moment où l'un partait. Soit les 2 restaient, soit les 2 partaient. Oui, mais alors il y en a un qui est plus investi que l'autre ou... Non, les 2 sont également investis, mais Mounir Majoubi pensait qu'il pouvait rester ministre jusqu'au moment où le candidat aurait été désigné. S'il ne l'avait pas été, il aurait été, du coup, lui, immuablement ministre. Il ne serait jamais parti. D'accord. Le fait qu'il fait plus parler. On peut avoir un sentiment très contrasté sur ces événements. On a parlé tout à l'heure de quelque chose qui est très malsain. Ça renvoie sur le climat du pays quelque chose de très malsain, de très dangereux. Et en même temps, cet épisode est rassurant parce que c'est un processus électoral, donc c'est un processus démocratique. Donc on se dit oui, on est quand même toujours en démocratie. Oui, merci. Merci beaucoup, merci. Vous en doutiez, Jean-Marie ? Non. Je commençais à en douter. Non. Je rappelle le titre de vos livres respectifs. Donc Georges Blum, L'ami indésirable, La fin d'une histoire chez Saint-Simon, et puis Merci l'Europe, riposte aux 7 mensonges populistes, Bernard Spitz chez Grasset. Merci à vous tous. Merci Véronique et merci à Charlotte Urien-Tomaca d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À bientôt.